Je vous remercie d'être là ce soir et au nom de l'antenne LGBTI Genève, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre, lors de laquelle nous ferons un état des lieux au niveau fédéral et des cantons sur les prétendues thérapies de conversion et pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Il s'agit d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur, ayant moi-même personnellement été victime de ces thérapies. Et elle est aussi au cœur du travail de l'antenne, de notre antenne, qui d'une part lutte pour la prévention de l'homophobie et de la transphobie dans les milieux religieux, et d'autre part qui propose un programme d'accompagnement de personnes discriminées au sein de leur communauté religieuse en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Je souhaite ce soir remercier l'association Pink Cross, co-organisatrice de cette soirée, pour son remarquable travail au niveau national dans la lutte contre les prétendues thérapies de conversion et qui nous ont sollicités pour co-organiser cette rencontre. Je remercie Yves Naï pour l'important travail de recherche qui sera présenté aujourd'hui, Carole Pirker d'avoir accepté de modérer cette rencontre, et puis nos intervenants et intervenantes, Yves de Mathéis, Julien Egenberger, Muriel Weger, Clément Bachmann, ainsi que le groupe d'organisation composé de Gaë Colucci, Flore Brannon, David de Martin à la technique et Jenny Hamilton au son. Je remercie aussi la ville de Genève qui nous soutient financièrement, mais également dans l'accompagnement des projets et causes qui nous concernent, et avec qui nous avions d'ailleurs organisé la première table ronde sur les prétendues thérapies de conversion en octobre 2020, et qui nous avait vraiment amené à considérer la dimension protéiforme et qui nous avait amené à aborder la question sous un angle socio-juridico-médico-ecclésial. Et finalement, je remercie l'Église protestante de Genève, au sein de laquelle notre structure est ancrée, en tant que bureau cantonal pour les questions LGBTIQ+, et la spiritualité. Et je remercie aussi la paroisse protestante Rive Droite qui héberge nos locaux dans ce beau bâtiment, l'association LAGEG qui apporte son soutien financier à cette rencontre, et je remercie le comité de l'antenne pour son inestimable engagement bénévole. Je remercie nos partenaires institutionnels, ecclésiaux et associatifs, dont certains sont présents ce soir, et qui luttent à nos côtés dans un objectif commun de créer une société plus inclusive et plus égalitaire. Et pour terminer, je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir et vous souhaite une excellente table ronde. Merci. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'être là. Donc moi, je suis Gaë Colucci, je suis responsable pour la Suisse romande chez Pink Cross. Et donc c'était à notre initiative, que je suis contacté Adrien pour organiser cette table ronde ici, suite à cette étude qui a été mandatée par Pink Cross à Yves et Naï, qui la présentera suite. Et le but de cette table ronde, c'était justement de présenter cette nouvelle étude, de donner vraiment une base scientifique, sociologique, informée, éclairée sur les thérapies de conversion et les enjeux qui les traversent, et de redonner aussi une impulsion politique avant les débats au niveau national, dont on vous parlera ensuite. Les projets avancent petit à petit, ils avancent aussi dans les cantons, et c'était aussi une des intentions de cette soirée, de vraiment enfin, peut-être pour certaines personnes, voir clair où on en est, qu'est-ce qui se passe, où on va. Et donc voilà, c'est avec plaisir que je remercie aussi du coup Adrien et l'antenne de nous accueillir dans ces beaux locaux. Et puis je vais passer la parole et être autant court que possible, parce que nous sommes en retard. Vous m'entendez là? Voilà. Je me présente en 2 mots. Je suis journaliste productrice radio au sein du département RTS Religion à la radio suisse romande. J'ai eu l'occasion, c'était en mai 2021, de faire un reportage et d'aborder dans le cadre de ce reportage ces thérapies de conversion. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai fait la connaissance d'Adrien Stiefel. Et il m'a donc demandé d'animer cette soirée, ce que je fais avec grand plaisir. Donc à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde. Vous l'avez entendu, ces thérapies de conversion, c'est des
pratique qui concernerait à peu près 14 000 personnes en Suisse. Elles font actuellement l'objet d'une large réflexion politique, j'y reviendrai tout à l'heure. Elles sont aussi au cœur de recherches académiques. Alors je vous propose tout de suite d'accueillir Yves Ney. Elle est docteure en sociologie, elle enseigne à la Haute École spécialisée de Zurich. Ses recherches et son enseignement se concentrent sur les études genre. Et elle nous présente ici son travail donc, de recherche. C'est un travail qui offre un état des lieux de la réflexion académique, d'une part, un état des lieux, donc une réflexion qui concerne, si on veut bien, les interventions sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre en Suisse, avec notamment, on va l'entendre juste tout à l'heure, mais les aspects médicaux, psychothérapeutiques, spirituels. C'est aussi une recherche qui s'interroge, vous l'entendrez, sur les dangers que représentent ces thérapies de conversion. Elle fera aussi le point sur la régulation de ce genre de pratique en Suisse comme à l'étranger. Et puis, elle avance enfin des propositions d'action à mettre en œuvre sur le plan politique. C'est, on l'a dit, une recherche qui a été effectuée sur mandat de Pink Cross, l'organisation fêtière nationale des hommes gays et bisexuels en Suisse. Alors, pour ce tour d'horizon de la recherche, je passe la parole à Yves Ney. Bienvenue. Alors, bonne soirée. Vous m'entendez? Ouais. Alors, merci pour l'introduction. J'ai le plaisir de présenter les résultats de ma revue de recherche existante et des politiques en vigueur sur les mesures visant à influencer les modes de vie et d'identification sexuelle et de genre. Mon étude fait suite, comme on l'a entendu, à une demande de Pink Cross qui souhaite des informations fondées scientifiquement servant de base aux discussions très controverses sociopolitiques sur le thème des ainsi nommées thérapies de conversion. Mon analyse s'appuie sur des travaux de recherche concernant la définition des thérapies de conversion, les pratiques que ces thérapies englobent et les prestataires de ces pratiques. Mon analyse s'appuie, l'accent est mis dans la mesure du possible, parce qu'il n'existe pas trop de recherche en Suisse, mais dans la mesure possible, sur le contexte suisse, tout en effectuant un tour d'horizon rapide des études existantes sur la comparaison internationale de la réglementation politique de ces pratiques. L'objectif de l'étude est d'aborder la question des éventuelles mesures nécessaires sur la base des résultats scientifiques. L'étude complète est disponible sur mon site d'Internet ou sur le site d'Internet de Pink Cross. Alors, moi, oui, il y a une gentille personne qui m'aide avec les slides. Pour vous donner un sommaire de l'étude, je vais aborder brièvement les questions suivantes. Que sont les thérapies de conversion? Quelle forme prennent les tentatives de conversion? Quelles sont les mesures nécessaires selon les recherches actuelles? Sous le terme de thérapie de conversion sont comprises un ensemble de pratiques visant à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de l'expression de genre d'une personne. Le terme thérapie pour ces tentatives de conversion est critiqué par des associations professionnelles dans les domaines de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie comme étant ambigu, car les méthodes utilisées ne sont ni des méthodes indiquées, ni des méthodes scientifiquement reconnues de traitement de quelconque souffrance psychique. Au lieu de cela, la littérature scientifique utilise le terme anglais « Sexual Orientation, Gender Identity and Expression Change Efforts ». Au vu de leur absence de critères de thérapie, le terme « thérapie » n'est pas approprié. Cependant, le terme « tentative de conversion » en français ou « Konversionsmaßnahmen » en allemand est préféré. Le slide. Les tentatives actuelles de modifier l'orientation sexuelle et l'identification de genre ainsi que leurs effets sont examinées dans des recherches ayant une perspective sociologique et psychologique à l'aide de témoignages de victimes de ces pratiques.
Les résultats de ces recherches montrent que les Sexual Orientation, Gender Identity and Expression Change Efforts ont lieu principalement dans 3 domaines: dans les contextes médicaux, psychothérapeutiques, thérapeutiques et religieux. Ces pratiques se déclinent dans les formes médicales, psychothérapiques et religieuses, souvent utilisées de manière combinée. Les recherches citent par exemple la psychothérapie suggestive et les thérapies de groupe dans lesquelles des substances telles que des antipsychotiques, des antidépresseurs, des tranquillisants et des drogues psychoactives sont administrées. Parmi ces pratiques médicales et psychothérapiques se trouvent également des séances d'électrochoc avec des électrodes placées sur la crâne, dans la région génitale ou d'autres endroits du corps qui se mettent en marche lors de la présentation d'images homoérotiques ou lors de la masturbation forcée devant ces images. Dans les milieux religieux, des procédures telles que l'exorcisme ou les rituels de purification sont rapportées. Dans ces procédures, la personne est frappée pendant que des versets sacrés sont récités. On rapporte aussi le conditionnement du comportement par l'obligation de s'habiller d'une certaine manière ou même de se montrer nu. The Inter-American Commission on Human Rights fait en outre état de camps d'internement dans lesquels des personnes sont isolées, enfermées dans des conditions insalubres et soumises à la violence verbale, psychique et sexuelle de leurs soi-disant thérapeutes ou guides spirituels. Les recherches existantes sur les effets des tentatives de conversion arrivent à la conclusion que les ainsi nommées thérapies de conversion n'ont aucun effet positif, mais sont inefficaces, voire nuisibles. La prochaine slide. L'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Australie sont les régions dans lesquelles l'ampleur des tentatives de conversion sont le mieux documentées. Dans ce contexte, le nombre des personnes LGBTQ+, qui font l'expérience des tentatives de conversion représente entre 5 et 9% des personnes interrogées pour les LGB, pour les lesbiennes, les gays et les bisexuels, et entre 9 et 14% pour les personnes trans et non-binaires. Ces études estiment que le nombre de cas non déclarés est élevé, de sorte que l'on peut supposer que les pourcentages sont beaucoup plus élevés. Pour la Suisse, on n'a aucun chiffre disponible. La majorité des personnes interrogées dans les études ont été convaincues de suivre une ainsi nommée thérapie de conversion par des prestataires ayant un arrière-plan religieux et spirituel. En deuxième position, il s'agissait de prestataires professionnels du système de santé. Et le troisième cas de figure le plus fréquent était lorsque les parents des personnes concernées ou d'autres membres de leur famille étaient instigateurs, instigatrices d'une mesure réparatrice. Les recherches soulignent que les prestataires spirituels ne sont pas les seuls à être influencés par des convictions religieuses, soient-elles chrétiennes, juifs orthodoxes, musulmanes, mais aussi les prestataires du système de santé publique et des familles le sont aussi ont des convictions religieuses. L'étude historique du développement de ces acteurs du domaine des thérapies de conversion, certes minoritaires, mais ayant néanmoins de l'impact, permet de constater qu'il n'existe pas de frontière claire entre les orientations psychothérapeutiques, médicales et les groupes religieux. Des études sur les prestataires montrent que depuis les années 1970, des groupes de thérapie de conversion se sont réunis pour former ce qu'on appelle l'ex-gay movement et maintenant aussi l'ex-trans movement, en particulier aux États-Unis, au Canada, en Australie. Des organisations actives au niveau international se sont formées à partir des années 90.
Dans les années 2000, en réaction à la critique contre leur méthode, les prestataires des tentatives de conversion ont changé de terminologie utilisée pour décrire leurs pratiques. Depuis peu, on parle plus ouvertement de conversion, mais les méthodes qui continuent d'exister sont désormais désignées comme un soutien dans la prétendue lutte avec sa propre sexualité et son genre et dans l'obtention de l'acceptation sociale. Ainsi, un vocabulaire des droits humains est utilisé qui met l'accent sur le droit de choisir et d'entamer librement une thérapie, bien qu'elle aille à l'encontre des directives éthiques pour les professionnels de la psychiatrie et de la psychologie. Ce tournant rhétorique n'empêche pas le fait que toutes ces pratiques reposent sur l'idée que l'homosexualité et la transidentité sont des formes de vie inférieures au modèle cisgenre hétérosexuel et qu'elles devraient donc être corrigées ou soignées. À ce titre, elles s'inscrivent dans l'histoire de la pathologisation et de l'homosexualité et de la transidentité au XIXe et XXe siècle. Ces pratiques ont depuis été condamnées et dénoncées de multiples reprises par l'Organisation mondiale de la santé, le Conseil des droits humains de l'ONU, ainsi que de nombreuses associations professionnelles dans les domaines de la santé et de la psychologie, notamment la renommée American Psychological Association. C'est sur cette base de recherche que la question de la nécessité d'agir se pose. Des besoins d'action peuvent être constatés dans le domaine de la politique, de la société civile et de la recherche. Je présente ici justement 3 recommandations d'action dans le contexte de la Suisse. Premièrement, interdiction au niveau national de toutes les tentatives à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, ainsi que la promotion de ces tentatives avec un régime dissuasif de sanctions. Les études juridiques qui comparent différentes politiques à l'échelle européenne fournissent un aperçu de la réglementation juridique important pour la Suisse. Le fait que les interdictions étatiques des thérapies de conversion n'aient pas cours dans tous les pays de l'Europe a conduit les prestataires des tentatives de conversion à se rendre dans les pays voisins. Et ces recherches citent expressément la Suisse. Deuxièmement, la formation renforcée des professionnels de la santé, du social et de la psychologie aux questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre pour prévenir les tentatives de conversion et favoriser une approche affirmative et soutenante. L'objectif est de promouvoir un changement paradigmatique dans le système de santé, selon lequel ce n'est pas le spectre de l'orientation sexuelle et de la diversité du genre qui est considéré comme un diagnostic digne de traitement, mais le fait de subir des discriminations à travers les attitudes, les réactions, les structures d'un contexte social donné, qui représente une cause de mal-être et justifie un soutien médical et psychologique pour les personnes LGBTQ+. Ainsi, la promotion de la santé Ainsi, la promotion de la santé LGBTQIQ+ est liée à la réduction des influences discriminatoires et préjudiciables à large échelle. Il faudra donc, troisièmement, une sensibilisation à large échelle aux questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre afin de prévenir le rejet et les discriminations, notamment au sein des écoles, communautés religieuses et des institutions de santé.
Je termine mon sommaire de ma revue de recherche existante sur les mesures visant à influencer les modes de vie et d'identification sexuelle et de genre avec l'avis que l'étude complète est disponible sur mon site internet ou sur le site internet de Pink Cross. Merci. Docteur Yves, merci beaucoup pour cette présentation. Je passe maintenant la parole à Adrien Stiefel. On le rappelle, c'est le fondateur, le responsable de l'antenne LGBTI, donc ce ministère de l'Église protestante genevoise qui est spécialisé dans la spiritualité, les questions LGBTIQ+, et la sexualité. Adrien Stiefel, vous avez 7 minutes. Merci Carole. Et désolé, je vais peut-être dépasser de 1 minute 25. Merci Yves pour ce rapport clair et précis et pour ton travail. Et je souhaite aujourd'hui vous apporter un complément d'éclairage sur l'importance de la religion dans les processus discriminatoires à l'origine de ces initiatives de réorientation sexuelle, identitaire et affective. Et j'aborderai aussi brièvement la question de l'accompagnement des victimes et évoquerai les mesures qui, à mon sens, doivent être mises en place. La question des prétendues thérapies est un problème protéiforme qui demande une approche, on l'a vu, d'un point de vue médical, sociologique, juridique, mais qui doit aussi être abordée sous l'angle de la religion. En effet, la majorité de ces pratiques sont impulsées par des communautés religieuses qui condamnent l'homosexualité sur la base de leur doctrine et de leur interprétation des textes sacrés. Je n'aborderai pas cette question de la doctrine aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que c'est souvent le point de départ de l'idée reçue que l'homosexualité est un péché qui demande guérison et sanctification, voire réorientation sexuelle, ou du moins abstinence. Et cela contribue à créer un contexte communautaire qui considère l'homosexualité comme une norme établie, l'hétérosexualité comme une norme établie, et l'homosexualité comme une non-alternative. L'Église protestante de Genève a confirmé sa position inclusive et soutenante de ces questions, des questions LGBTIQ+, par un travail rigoureux au fil des dernières années, qui s'est concrétisé par la reconnaissance de la bénédiction des couples de même sexe et la création de cette antenne en tant que bureau cantonal pour les questions LGBTIQ+. Et je pense qu'un travail d'intégration des questions LGBTIQ+, doit continuer à se poursuivre au sein d'autres communautés, dénominations et religions, afin que des changements puissent vraiment s'ancrer en profondeur au sein de l'institution religieuse. Il est d'autant plus important que les églises se positionnent officiellement contre les prétendues thérapies de conversion, au vu du positionnement de certains milieux religieux et certains mouvements religieux qui, au contraire, contribuent à ce que ces pratiques perdurent. Et je citerai ce soir le réseau évangélique suisse qui, en décembre 2021, s'est positionné officiellement contre les initiatives visant l'interdiction des prétendues thérapies, avec comme argument principal le droit à l'autodétermination sexuelle, donc le droit à vouloir être hétérosexuel. Et en se basant sur le fait, je cite leur communiqué, un comportement ou une attirance sexuelle peut être le symptôme d'un traumatisme ou d'une pathologie et que ces personnes ont besoin de soutien. Au-delà de la question de la pénalisation de ces pratiques, que je considère indispensable afin d'établir une nouvelle norme en ce qui est considéré socialement acceptable, je vais très brièvement évoquer 3 points qui d'ailleurs rejoignent les mesures évoquées par Yves dans son travail de recherche. 1. La prise en compte de la pression communautaire au sein des églises. 2. L'importance de proposer des espaces de reconstruction pour les victimes. Et 3. L'importance du travail de conscientisation et d'information. Yves propose dans son rapport de préférer le terme de tentative de conversion. Moi, à mon sens, j'essaie d'élargir celui-ci à toute pratique prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ce qui permet de pouvoir inclure aussi toutes les incidences de pression communautaire au sein des institutions et des églises. Dans le cadre d'une église, ça peut se ressentir lors d'une prédication, au sein des groupes de jeunes ou de prière, ou dans le cadre d'accompagnement spirituel. Et ces pressions ont pour objectif d'établir
l'hétérosexualité comme la seule norme acceptable et vise clairement à une réorientation sexuelle de l'individu. Néanmoins, étant donné que cela n'intervient pas formellement dans le cadre de thérapie, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir identifier ces occurrences qui sont finalement beaucoup plus insidieuses et difficilement identifiables, donc condamnables. Je vous donne par exemple l'exemple d'un dialogue qui va se passer dans la confidentialité d'un entretien entre un jeune et un pasteur. Comment est-ce que vous voulez réellement condamner ce qui se passe dans cet entretien? Il y a bien sûr des modèles plus stéréotypés de thérapie, tels que les camps proposés par certaines structures et des accompagnements par certains thérapeutes. Mais je pense qu'il s'agit de cas isolés et que la majorité des cas de réorientation sexuelle s'insèrent dans le cadre de pressions communautaires qui ne laissent pas d'autre choix à l'individu que de guérir ou de partir et de s'isoler. L'antenne LGBTI Genève a été créée afin de proposer un lieu refuge pour des personnes à trajectoire LGBTIQ+, pour qu'elles puissent vivre leur spiritualité dans un endroit safe, mais aussi afin d'accompagner des personnes ayant subi des discriminations religieuses en raison de leur orientation ou de leur genre. Et parmi celles et ceux qui nous sollicitent, beaucoup ont rompu tout lien avec leur communauté d'origine suite à leur coming out et se trouvent aujourd'hui dans un long processus de déprogrammation et de reconstruction identitaire, communautaire et sexuelle. Et notre antenne offre un accompagnement individuel, ponctuel, une intégration communautaire et une redirection vers des partenaires du secteur associatif ou socio-éducatif en fonction des besoins qu'on identifie. À terme, nous aimerions pouvoir proposer un accompagnement psy par un ou une professionnelle formée à ces questions, aux questions LGBT et de religion. On voit bien que, justement, en termes de reconstruction identitaire, il est important de favoriser un travail à plusieurs niveaux et que la reconstruction psychologique et l'intégration sociale doivent aussi être prises en compte. Et je propose, et j'aimerais que l'on puisse mettre en place des formations pour les professionnels de la santé, comme on en a parlé, les professionnels du secteur socio-éducatif, mais aussi au sein des écoles, pour que les enseignants et les enseignantes, les conseillers, les conseillères sociaux et les psychologues soient outillés pour accompagner des situations où la religion est à l'origine de discriminations homophobes et transphobes. Et je tiens à mentionner le travail de l'Association genevoise pour l'ethnopsychiatrie, qui propose une consultation pour victimes de dérives sectaires à Genève, le Refuge Genève, qui offre un espace d'accueil pour jeunes LGBTIQ+, et l'association Rhizome, qui accompagne des personnes vivant des ruptures ou violences motivées par des logiques religieuses. Et j'invite les personnes qui nous regardent ici et en live également à explorer d'autres pistes. Et j'espère que les moyens financiers seront donnés afin de mettre en place un système d'accompagnement des victimes qui aujourd'hui reste lacunaire. Et je terminerai avec quelques mots sur l'importance du travail d'information et de conscientisation. L'existence et les conséquences de ces pratiques doivent en effet être discutées dans la sphère publique, telle que nous le faisons ce soir. Mais elles doivent aussi être abordées au sein des communautés ecclésiales. La stigmatisation de l'homosexualité trouvant souvent sa source dans l'institution religieuse, il est important d'effectuer un travail de fond au sein même des églises. Et une fois que l'institution aura établi une doctrine qui met sur un pied d'égalité tout individu, indépendamment de son orientation ou de son genre, il faudra alors mettre en place des mesures inclusives, non discriminantes et intégratives des personnes LGBTIQ+, au sein de l'Église et de la communauté. Quant aux institutions et églises qui persistent à condamner et à vouloir guérir l'homosexualité, je préconise une ouverture au dialogue dans une volonté d'information et de conscientisation, mais une tolérance zéro pour toute tentative de réorientation identitaire et sexuelle, lesquelles doivent être dénoncées et, je l'espère, pourront bientôt être condamnées. Merci.
Bien, Stéphane, merci beaucoup. Il y a une personne dans le public, il s'appelle Philippe Gilbert. Il a souhaité aussi prendre la parole. Je précise peut-être à l'attention du public que Philippe Gilbert est collaborateur scientifique au CIC, le Centre intercantonal sur les croyances. Pour faire court, c'est un organisme qui a été créé en 2002, ici même à Genève, pour répondre aux inquiétudes de la population sur les dérives sectaires. Philippe Gilbert, vous avez la parole. Vous pouvez venir ici, je pense que c'est le plus simple. Merci. Alors, je n'ai pas prévu de monter au pupitre. Merci à Adrien, merci à l'association LGBTI Genève et puis à Pink Cross de m'offrir cette petite prise de parole. Je vais être bref, hein, j'ai 5 minutes de toute manière, donc vous me coupez, s'il vous plaît, vous coupez le micro si je déborde. Donc, comme vous l'avez dit, merci. Je suis collaborateur scientifique au CIC, le Centre intercantonal d'information sur les croyances. Et nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique et nous proposons de la formation, de la recherche et de l'information. Et en fait, c'est dans le cadre de l'information que nous avions conçu l'année dernière un dossier d'information sur les dites thérapies de conversion. Je mets les guillemets, on est tous d'accord sur le problème que pose le terme. Et il est apparu que le sujet était véritablement d'importance et que ça ne pouvait pas rester un simple dossier d'information, aussi complet soit-il. Hein, il était extrêmement bien fait, pas par moi, mais ma collègue. Et on a décidé de proposer un projet de recherche, de concocter un projet de recherche sur 2 ans pour approfondir la question. Approfondir la question sur Genève et Vaud en se concentrant, évidemment, puisque c'est notre domaine, sur le contexte religieux, puisque le CIC étudie la diversité religieuse. Et donc, notre projet est intitulé « Les accompagnements psychospirituels de fidèles confrontés à des questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle en contexte religieux dans les cantons de Vaud et Genève ». Donc là, on sera d'accord sur l'intitulé, je pense, pour éviter le terme de thérapie de conversion. Je ne vais pas m'étendre sur la problématique de ce terme. Ce projet, d'après nos recherches préliminaires, en fait, a 3 objectifs. Un premier objectif, c'est de définir un large spectre de discours et de pratiques. Comme l'a très bien dit Adrien, on ne va pas trouver de structures religieuses qui, à l'heure actuelle, vont explicitement dire qu'ils pratiquent des thérapies de conversion. On va entendre le terme d'accompagnement. Mais quel type d'accompagnement avec quel niveau intrusif pour réorienter l'individu? Et il y a donc un large spectre de pratiques qui va des groupes de prière, imposition des mains, exorcisme dans certains cas, mais aussi des rencontres le temps d'un week-end, entre hommes par exemple, pour découvrir sa véritable masculinité. Et ce genre de pratique repose, en tout cas pour certaines, sur une rhétorique qui parfois appartient à ceux qui explicitement pratiquent les thérapies de conversion. Donc ça ne se présente pas comme de la thérapie, mais ça se présente, enfin ça, disons, met en avant une volonté d'intervenir sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et c'est ces discours-là que l'on va analyser, ces discours et ces pratiques, en se focalisant sur les jeunes, 15-25 ans. 25 ans, on est encore jeune. Donc 15-25 ans, pourquoi? Parce qu'à travers les quelques témoignages qu'on a pu recevoir, on s'est aperçu que eh bien, c'est une tranche d'âge où se posent véritablement des questions d'orientation et d'identité, et que certains groupes spirituels, certaines communautés religieuses vont avoir tendance justement à mettre une véritable pression sur ces jeunes, notamment lors de camps. Et alors, je parle en termes vagues de communautés religieuses. Bien évidemment, les communautés les plus médiatisées, Adrien l'a rappelé, sont les communautés évangéliques en Suisse, de par leur opposition, de par aussi certaines structures comme Torrent de Vie. Il n'empêche qu'il existe d'autres communautés dont on a pu avoir quelques témoignages, notamment sur les témoins de Jéhovah, communauté également catholique, voire même au sein de l'Église réformée. Donc, ce n'est pas propre
aux communautés évangéliques. Pour faire court, parce qu'il le faut, on va aussi essayer d'identifier les acteurs et les actrices inscrites dans des réseaux cantonaux, mais aussi nationaux et transnationaux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que certaines communautés, certaines associations religieuses vont avoir tendance à proposer des accompagnements psychospirituels à l'étranger, que ce soit en Afrique du Sud, en Afrique, aux États-Unis ou en France, voire amener des accompagnateurs, de France par exemple, vers la Suisse. Donc, tout ne se passe pas uniquement sur le territoire helvétique. Et enfin, le but de ce projet, hormis justement cette analyse sociologique, c'est, in fine, c'est d'obtenir des données qui seront exploitables pour la prévention et la sensibilisation, qui seront utiles, on l'espère, pour les associations, évidemment, pour les autorités, pour les professionnels de la santé, et également pour le grand public, de fait, mais également aussi pour certaines communautés religieuses et leurs fidèles. Parce que la sensibilisation au sein de ces communautés-là paraît essentielle pour justement que des fidèles puissent évaluer les potentiels risques par rapport à ce type de pratique. Voilà, donc je pense être au bout de mes 5 minutes. Donc je vais clore là, je vais vous remercier pour votre attention et puis nous vous tiendrons au courant de l'avancée de nos recherches publiquement. Merci beaucoup. En effet, une recherche passionnante dont on attendra avec très grand intérêt. Je pense qu'en effet, les résultats de cette recherche pourront intéresser en effet beaucoup de monde, y compris les journalistes. On aborde maintenant la partie solution de cette soirée avec le volet politique de cette question des thérapies de conversion. 2 éléments peut-être pour commencer. D'abord, ces thérapies de conversion, on l'a entendu, on ne l'a peut-être pas entendu encore, elles sont reconnues depuis 2016 par le Parlement suisse comme contraires aux droits de l'enfant et donc illégales pour les mineurs. Les mineurs, on le sait, et vous l'avez clairement souligné, qui restent le plus exposés au risque de ces thérapies. Je crois que ces 5 dernières années, il y a une dizaine de cas qui ont été recensés, par exemple dans le canton de Vaud, qui concernent des jeunes entre 15 et 20 ans. Ensuite, les autorités suisses, elles considèrent ces thérapies de conversion illégales. Le problème, c'est qu'aucune loi spécifique, on le sait, les interdit. Donc sur le plan national, le Conseil fédéral s'est en effet prononcé contre une inscription de cette interdiction de ces thérapies dans la loi. C'était en septembre 2019. Et dans sa réponse, alors je vous la résume, ces thérapies sont à rejeter d'un point de vue humain, scientifique, juridique. Seulement, les interdire n'est pas possible car il n'existe pas de législation fédérale spécifique à ce domaine, comme par exemple la loi fédérale sur les professions qui relèvent du domaine de la psychologie. Le gouvernement rechigne donc à légiférer. Alors, en attendant, ce sont les cantons qui agissent. On le sait, celui de Genève a été le premier en Suisse à légiférer pour bannir ces pratiques en 2021, tout comme Vaud, Neuchâtel et Berne en 2022. Alors, pour faire le point sur l'interdiction de ces thérapies au niveau politique et sur les discussions en cours ailleurs, en Suisse romande, j'accueille pour commencer ce tour d'horizon Muriel Weger. Vous êtes donc la codirectrice de la LOSE, l'Organisation suisse des lesbiennes. Vous avez, comme tous les autres intervenants, à peu près 5 à 7 minutes pour exprimer votre point de vue. La parole est à vous. Oui. Alors, oui, super. Il faut juste que je parle plus près. Oui, effectivement, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon du parcours du combattant que c'était au niveau fédéral. Donc, mon expertise, elle est davantage politique
que vraiment sur le fond de la question, comme les intervenantes précédents. Et du coup, j'ai accompagné en fait toutes ces procédures au niveau fédéral depuis 2018. Donc, j'ai repris un petit peu un dossier en cours avec effectivement une première interpellation qui avait été déposée déjà en 2016 par Rosemary Quadanti, quelqu'un du PBD, donc ça fait partie du centre maintenant, ce qui peut paraître un peu étonnant sur ces sujets, mais je vais peut-être y revenir un peu plus tard. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'était un petit peu la mise en place de toutes ces réflexions, parce qu'effectivement, quand je suis arrivée au niveau suisse, on avait une interpellation avec une réponse négative de la part du Conseil fédéral qui reconnaissait le caractère discriminant, le caractère aussi intolérable des pratiques de conversion, mais qui ne voyait pas de raison de légiférer et qui considérait que le cadre juridique existant était suffisant en fait pour intervenir dans ce genre de cas. Donc nous, ce qu'on a commencé à faire au niveau fédéral, c'est regarder un petit peu la situation des autres pays. Et avec ces pratiques, on a quand même une situation au niveau mondial où c'est surtout des pays d'Amérique du Sud et les États-Unis qui ont commencé par légiférer sur ces questions, parce que c'est aussi des pratiques qui sont d'abord apparues dans ces endroits-là, et peu de pays en Europe qui ont réellement légiféré sur la question. Donc en Europe, on avait Malte qui avait commencé très tôt à mettre en place une loi. Et finalement, maintenant, on a l'Allemagne, la France, qui ont aussi mis en place une loi au niveau national, et l'Espagne qui a agi dans différentes régions de manière plus ou moins contraignante, mais pas au niveau national. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on a beaucoup suivi le projet français, qui était très intéressant pour nous, parce que le projet allemand concernait davantage les mineurs, et le projet français était beaucoup plus englobant, avec une loi que je voulais vous lire, parce que c'était quand même la loi qu'on aimerait avoir dans l'idéal, et qui englobait en fait le plus toutes ces pratiques. Donc la loi française qui a été mise en place l'année passée, me semble-t-il, ou peut-être qu'elle est entrée en vigueur seulement cette année, dit que les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne ayant pour effet une altération de sa santé psychique ou mentale. Donc c'est une loi qui englobe pas seulement les dites thérapies dans le sens thérapeutique, mais qui englobe aussi toutes les pratiques autour qui ont été mentionnées par les interventions précédentes. Mais c'est une loi malheureusement qui n'est pas possible en Suisse, simplement parce que la France a une loi sur les dérives sectaires mise en place par la Miviludes, qu'on n'a pas en Suisse, qui n'existe pas et qui ne peut pas exister pour d'autres raisons. Donc par exemple, le fait que le suicide assisté soit possible en Suisse, c'est parce que cette loi n'existe pas. C'est la loi sur les dérives sectaires. Donc on a quand même une situation un peu compliquée où c'est une loi qui n'est pas non plus toujours très favorable dans son ensemble, si on regarde la situation française, mais qui nous empêche d'interdire certaines pratiques ou de limiter certaines pratiques qui sont très clairement néfastes d'un point de vue scientifique, humain, juridique, etc. Donc, à partir de ce constat-là, on s'est un petit peu demandé comment mettre en place en Suisse. Et on a commencé avec une première motion qui a été refusée pour les mêmes raisons, alors que le Conseil fédéral a reconnu l'existence, n'a pas reconnu l'existence de ces pratiques en Suisse, mais a reconnu qu'elles devraient être punissables, avec un Conseil fédéral qui nous a toujours dit « mais ce n'est pas quelque chose qu'on observe en Suisse, il n'y a pas de réalité en Suisse ». Suite à ça, il y a eu différents articles. Il y a eu le cas d'un psychiatre schwitzois qui a été remboursé d'ailleurs par les assurances maladie, qui pratiquait ce genre de choses. Et donc, on a fait redéposer des choses et on s'est tourné finalement vers les cantons parce que le système fédéral, c'est toujours un petit peu le serpent qui se mord la queue. Au niveau fédéral, on ne peut pas. Donc, on va au niveau cantonal. Au niveau cantonal, on nous dit qu'il faut aller au niveau fédéral. Bon, ça nous fait arriver à une situation où, entre-temps, on a 11 cantons dans lesquels c'est des choses qui sont en train d'être faites ou qui ont déjà partiellement été faites. Donc le canton, peut-être je ne vais pas vous les citer tous, ça va être un peu ennuyé.
Mais voilà, donc cette situation cantonale, pour nous, elle n'est pas du tout satisfaisante. Donc on a continué nos efforts au niveau fédéral et on arrive maintenant, après 2 interpellations sur le sujet, après un postulat de l'UDC d'ailleurs sur le sujet et 3 initiatives parlementaires, à enfin une motion de la CAGN, donc c'est la Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui va être traitée le 4 décembre prochain par le Conseil national. Donc voilà, un parcours du combattant qui dure depuis 2016 avec différentes propositions sur l'agissement. Pour nous, ce qui est important, c'est surtout qu'il y a des chances différentes d'obtenir un résultat dans le cadre législatif suisse si on considère la situation des mineurs ou des majeurs. Donc on a fait déposer les 2 au niveau fédéral en espérant que les 2 passent, mais en ayant vraiment un focus sur les mineurs où la problématique est encore un petit peu plus dramatique qu'auprès des majeurs. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être ce sera pour plus tard, mais je vais m'arrêter à là. Voilà, très bien. Merci. Olivier Guerre, merci pour cette intervention. Je me tourne vers Yves de Mathéis. Vous êtes député au Grand Conseil genevois chez les Verts. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai 3 à 4 minutes, c'est ça? Ok, d'accord. Alors, on va chronométrer. Merci. Alors bon, c'est vrai que Genève a été le premier canton à déposer une motion sur, alors, on va dire thérapie de conversion pour simplifier, même si ce n'est pas forcément un terme adéquat. Moi-même, je n'étais pas forcément conscient de cette thématique, venant d'un milieu plutôt ouvert, pas vraiment religieux. Je pensais qu'en fait, ça n'existait pas vraiment sur le territoire genevois ou le territoire suisse, même si, quand j'avais 17-18 ans, j'étais aux États-Unis, dans la Bible Belt, et là, c'est clair que j'avais pu voir que ces pratiques-là pouvaient exister. En fait, c'est surtout en parlant avec Adrian Stiefel que cette réalité-là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose, et on en a parlé avec notre assistant parlementaire, et on a décidé de déposer une motion. On l'a rédigée, en fait, d'ailleurs, en collaboration avec les personnes concernées, donc avec Adrien, et on s'est dit, bon, ben voilà, on va faire les auditions, on va voir ce que ça donne. On s'est assez vite rendu compte, donc on l'a déposé le 17 mai 2020, après avoir réfléchi quand même quelques mois à ce propos-là. Et en fait, la commission a traité de la motion en 6 séances, entre novembre, décembre 2020 et janvier-février 2021, avec la dernière séance le 4 février 2021. Et on s'est assez vite aperçu que c'était une thématique tellement compliquée, tellement protéiforme, avec des côtés psychologie, psychiatrie, religion. Et en plus, dans les religions, il n'y avait pas que les religions chrétiennes, il y avait aussi la religion juive, musulmane. Enfin, c'était extrêmement... Il y avait le côté sociologique, il y avait le côté médical, il y avait vraiment beaucoup de côtés, le côté droits humains aussi, droits fondamentaux. Et on s'est dit, si on commence à vouloir régler tout ça dans la commission, ça va nous prendre des mois, des années. Donc en fait, on a préféré, dans la motion, demander au Conseil d'État d'établir une commission, un groupe de travail pluridisciplinaire, médico-juridicaux, parce qu'en plus il y avait aussi les questions de droit, socio-religieux sur cette thématique, pour en fait accompagner le Conseil d'État dans la rédaction d'un tel projet de loi, pour vraiment qu'il soit complet et qu'il corresponde vraiment aux besoins, parce qu'on ne se sentait pas forcément compétent dans cette commission des droits de l'homme, droits de la personne du Grand Conseil genevois. Donc on a terminé nos travaux le 9 février, on a terminé le 4 février, et moi j'ai rendu mon rapport en fait, c'est 4 jours plus tard pour aller au plus vite. Du coup, la motion a été acceptée à l'unanimité, moins une abstention, le 5 mars 2021, et elle a été envoyée au Conseil d'État. Et depuis, la motion, elle est toujours au Conseil d'État, genevois. Donc c'est relativement lent. On a eu une réponse du Conseil d'État qui a fini par réagir le 22 septembre 2021, donc il y a plus d'une année, en disant qu'il approuve la motion 2640 amendée, confirmait le fait qu'il rédigera un projet de loi pour instaurer l'interdiction de toutes les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans le canton de Genève. Et il déclarait aussi qu'il s'assurerait de l'existence d'espaces de reconstruction pour les personnes qui auraient à subir de telles pratiques, et aussi contacterait d'autres cantons en Suisse
et aussi la Confédération pour être sûr que la thématique soit vraiment abordée un petit peu partout. Parce qu'en fait, c'est vrai que la motion, in fine, ce qu'elle demandait, à part le fait d'interdire les thérapies de conversion, c'était de renoncer absolument, dans le cadre de la rédaction de ce projet de loi, à distinguer entre majeurs et mineurs. Il fallait vraiment que ça puisse concerner tout le monde. À s'assurer vraiment, ça c'était surtout Adrien qui avait insisté là-dessus, l'existence d'espaces de reconstruction pour les personnes qui auraient eu à subir de telles pratiques, et également donc à prendre contact avec le reste de la Suisse. Le problème, c'est qu'à Genève, comme on avait aussi eu la loi sur la laïcité, on n'était pas trop sûr de la manière dont l'État pouvait intervenir, notamment par rapport aux religions. Donc c'est vrai que là, on marchait un petit peu sur des œufs. On s'est dit, est-ce que vraiment on a le droit de le faire? On a certainement le droit de le faire au niveau médical. Dans quelle mesure on a le droit de le faire au niveau des religions? Ça restait un petit peu une inconnue. Mais comme le département qui traitait l'objet était à la fois compétent pour les questions liées au médical et pour les questions liées à la religion, on s'est dit, on va attendre ce que va faire le Conseil d'État. Donc, on a une réponse actuellement de M. Poggia, donc, qui dit qu'effectivement, le canton est sur le point de légiférer et va mettre en consultation un projet de loi. Donc, il a dit, M. Poggia disait, il est en effet grand temps que les thérapies de conversion, lesquelles portent gravement atteinte à la santé psychique, physique et sociale de celles et ceux qui en sont les victimes, fassent l'objet d'une interdiction. Et en fait, il espérait aussi que par l'adoption de la loi et les débats qui vont l'accompagner, de plus en plus de personnes soient informées de l'existence de telles pratiques et soient sensibilisées à leur portée dévastatrice, et confirmait que le projet de loi se trouvait dans sa dernière étape de rédaction, juste avant sa mise en consultation, laquelle fera l'objet d'une communication publique. Et on en est là aujourd'hui, donc c'est la production, a priori, incessamment sous peu, d'un projet de loi qui sera mis en consultation et qui devrait vraiment couvrir toute l'étendue de cette problématique qui est assez importante. À ma connaissance, cette fameuse commission de 15 personnes que la commission des droits de l'homme et des droits de la personne avait réclamée n'a pas vu le jour, puisque par exemple Adrien en faisait partie, parce qu'on avait fait une liste de personnes. Donc je pense que le Conseil d'État s'attend plutôt à faire une consultation assez vaste plutôt que de travailler cet objet-là par le biais d'une commission extra-parlementaire. Voilà. J'invite maintenant Julien Egenberger pour évoquer le cas vaudois. Vous êtes donc député socialiste au Grand Conseil. C'est à vous. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien là? Merci aux organisateurs et aux organisatrices de me donner l'occasion de présenter la situation sur le front législatif dans le canton de Vaud. Donc je ne reviens pas sur l'idée et les motivations, je crois que vous avez tous compris de quoi nous parlons. Pourquoi dans le canton de Vaud s'intéresser à cette situation? Déjà, la légitimité d'intervenir sur ce thème, elle est valable dans tous les cantons évidemment, mais on avait cette particularité d'héberger pendant un certain nombre d'années le siège suisse de Torrent-de-Vie à Bussigny, ce qui, rendait vraiment très concret la réalité des thérapies de conversion de notre canton. On a aussi eu des épisodes malheureux de professionnels de santé qui se sont fait attraper en train de faire des thérapies de conversion. Donc voilà, ça donnait une motivation peut-être supplémentaire pour agir dans le canton de Vaud. Donc concrètement, il y a une motion qui a été déposée le 9 mars 2021, donc bien après la motion genevoise. Cette motion elle a été examinée par une commission, comme c'est l'usage dans la plupart des parlements. Alors on a une tradition très différente du Parlement genevois, puisqu'on reste souvent dans les intentions, dans les motions dans le canton de Vaud. Mais ce qui a été intéressant, c'est que le travail de la commission et le travail du département de la santé et de l'action sociale ont permis de faire ressortir des cas concrets de personnes qui avaient été victimes de thérapie de conversion. Donc de notre côté, on a contacté les associations et travaillé avec elles. Et du côté du département et l'Office du médecin cantonal, qui a été réputé compétent pour cette thématique, ils ont contacté tout le réseau associatif, notamment le Centre La Vie et certaines des associations LGBTIQ+. Et puis ces associations ont pu témoigner du fait que, dans le cadre du dispositif de soutien psychosocial du canton, des personnes avaient dû être soutenues à l'issue de thérapie de conversion. Donc ça, c'était un argument assez fort pour convaincre
la Commission puis le Grand Conseil d'accepter cette motion. Le 15 décembre 2021, la motion a été traitée par notre Grand Conseil. Elle a été soutenue par l'entier des groupes politiques et le vote a été unanime, moins 2 abstentions, donc on a fait moins bien que le Parlement genevois. Mais disons, c'est un soutien politique qui est très large quand même. Là, les choses se sont accélérées. On n'a pas l'habitude de travailler très vite dans le canton de Vaud, mais là, il faut dire que le département de la santé et de l'action sociale a bossé très vite, puisque pendant l'été a été publié un projet de loi, un avant-projet de loi qui a été mis en consultation publique jusqu'à fin septembre. Ce projet de loi, il met en œuvre la motion par l'intermédiaire d'une modification de la loi cantonale de la santé publique. Et puis, je vais peut-être vous donner 2-3 éléments sur la proposition de loi concrète qui est maintenant en discussion dans le canton de Vaud. On n'a pas évidemment, en tout cas, je n'ai pas le retour de ce rapport de consultation qui va être soumis au Conseil d'État et le Conseil d'État ensuite déposera sur la table du Grand Conseil et il y est obligé un projet de loi qui mettra en œuvre cette motion. En théorie, il est censé le faire d'ici le 15 décembre 2022. Bon, on a une certaine pratique de retard dans le traitement des objets parlementaires, mais disons, on n'est pas loin de tenir le rythme, ce qui est plutôt un exploit dans le cadre, pour vous donner une échelle dont on a plus de, sauf erreur, 300 objets en retard dans le pipeline du Parlement cantonal. Donc, pourquoi modifier la loi sur la santé publique? Contrairement à son nom, la loi sur la santé publique cantonale, elle organise plein de secteurs de la vie dans la société. Elle n'organise pas seulement la santé, elle organise évidemment tout ce qui est trait aux professions de santé, au système hospitalier, mais aussi des questions de prévention, d'interdiction de fumer dans les espaces publics, par exemple. Donc, elle a un périmètre qui est tout à fait adapté pour cet élément-là. Elle a l'avantage aussi de contenir en elle-même déjà tout un régime de sanctions et de surveillance qui évitait de devoir déterminer quel serait le niveau des amendes, quel serait le type d'enquête. La loi sur la santé publique prévoit déjà tout un dispositif, donc on peut s'appuyer là-dessus, ce qui est toujours positif. Ceci dit, quand on veut légiférer dans ce domaine, on est confronté à une petite difficulté, c'est le fait que la Constitution fédérale, elle définit des droits, et parmi ces droits, il y a évidemment le droit à l'intégrité, qui est attaqué par les thérapies de conversion, mais aussi la liberté religieuse. Et donc, il faut trouver un équilibre entre ces deux éléments. Et dernier point, avant de regarder le projet concret, il y a aussi une dimension d'information et de prévention qui figure dans le projet vaudois. Ce n'est pas qu'une interdiction. Et pourquoi c'est légitime de faire une démarche cantonale qui est complémentaire en réalité à ce qui est fait au niveau fédéral, c'est que les cantons sont compétents pour tout ce qui est protection des mineurs, santé publique, religion, enfin affaires religieuses. Et donc ça a un sens d'attaquer via le droit administratif cantonal, et ça c'est complémentaire à une démarche qui pourrait être dans le droit pénal fédéral. Donc le texte cantonal, il prévoit d'une part d'interdire les pratiques visant à modifier ou à réprimer l'orientation affective et sexuelle et l'identité de genre. Ça c'est très important. Ça interdit la promotion de ces pratiques et ça enjoint les professionnels de santé à respecter ces règles de manière peut-être un peu plus affirmée, puisqu'ils peuvent, en plus d'être soumis aux sanctions de cette loi, se voir retirer l'autorisation de pratiquer. Donc c'est une démarche qui est assez dure. Ça introduit aussi une obligation de dénonciation pour les professionnels du domaine de l'éducation, de la santé, du social, du sport, des activités de jeunesse, qui donc ne doivent pas en faire, évidemment, ne doivent pas les promouvoir, mais s'ils en entendent parler, ils sont obligés de dénoncer aux autorités compétentes. Et puis, finalement, je pense que c'est un élément très intéressant dans la loi, ça clarifie le statut des traitements, des prises en charge psychothérapeutiques ou médicales de la dysphorie de genre, pour éviter de se retrouver dans ce discours à l'envers, de dire, OK, si on interdit les thérapies de conversion, alors on doit aussi interdire les approches basées sur l'autodétermination et l'affirmation de son identité de genre. Donc la loi, elle affirme que les thérapies qui sont reconnues par les sociétés médicales et par l'OMS sont exclues évidemment de ce périmètre. Donc voilà où on va actuellement, on verra le rapport de consultation, on verra ce que décide le Parlement. On est plutôt optimiste. Ceci dit, on a la modestie aussi de voir que ce n'est pas la loi seule qui va changer les choses. Par contre, changer une loi, c'est aussi décider ensemble quelles bornes on donne aux pratiques dans la société. Et là, on décidera, j'espère, de mettre une borne et que ces pratiques-là sont plus autorisées dans notre canton. Merci.
C'est au tour de Guy Colissi. On rappelle qu'il est donc le responsable roman de Pink Cross. Donc, vous abordez, vous, la situation dans les cantons du Valais, du Jura et de Fribourg, c'est ça? Oui, donc on n'a pas voulu, c'était un choix aussi d'inviter un nombre raisonnable de personnes sur scène. Et donc, outre le fait que je suis la responsable suisse romande de Pink Cross, j'ai aussi la coprésidence de l'association valaisanne Alpaguet. Donc, je vais parler plus spécifiquement de la version du Valais, mais je vais évoquer le Jura. Donc, le Jura, il y a un nouveau projet qui a été déposé, c'est un des cantons romans, c'est assez récent. La motion a été déposée fin septembre, donc on verra où ça mène, mais qui a été déposée par le groupe socialiste, elle est encore en cours de traitement. Et puis donc la situation du Valais est assez ambiguë. Il y a eu un premier postulat qui n'a pas été combattu au Grand Conseil, qui demandait au Conseil d'État, donc à l'administration, un rapport, une étude. L'étude a conclu qu'on n'avait pas trouvé de traces en Valais de thérapie de conversion. Évidemment, ça dépend comment on définit ces pratiques. Si on parle de pression communautaire au sens plus large, je pense qu'on aurait trouvé assez facilement. Mais donc c'est revenu au Parlement en disant on va faire une étude plus approfondie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été combattu par une partie de l'UDC qui disait « Pourquoi vous vous intéressez à ça? Vous devriez plutôt regarder les thérapies transaffirmatives parce que là, il y a vraiment un enjeu. » Alors bon, ça a été balayé. Voilà, l'opposition était faible. C'est 13-15 voix sur le Parlement qui en compte 130. Mais c'est assez probablement significatif des tendances actuelles et des nouveaux angles d'approche de certains milieux conservateurs qui se tournent très fortement autour des questions d'accompagnement des personnes trans et non-binaires et qui cherchent différents angles d'attaque, y compris là où on ne les soupçonnait pas. J'avoue que je ne m'attendais pas non plus à voir ça en lisant le Nouvelliste qui rapportait l'histoire. Je me suis dit « Ah, waouh! Ah, ok ». Donc voilà, c'est un peu la situation en Valais. Donc on verra, c'est de retour à l'administration qui devrait une fois produire un nouveau rapport, une nouvelle étude sur la question. On verra. Je pense que le Valais n'est pas très ambitieux sur la question, disons, c'est ce qui serait peut-être la conclusion. Voilà. Et du côté de Fribourg, aux dernières nouvelles, il n'y avait pas d'objet qui avait été déposé sur la question à Fribourg. Donc pour le moment, il ne se passe rien. Voilà. C'était le bilan. Merci. Donc on terminait avec Guy Colissi ce tour d'horizon des interdictions de ces thérapies, et des discussions en cours au niveau politique, au plan roman. On n'a pas tellement débordé sur la Suisse alémanique. Bon, on l'a compris, légiférer, c'est vraiment pas une mince affaire sur un sujet aussi délicat. Alors, quelles sont les contraintes juridiques à prendre en compte? Qu'est-ce qu'il est possible ou non de faire pour interdire ces thérapies de conversion? Autrement dit, comment élabore-t-on une telle loi? J'accueille ici Clément Bachmann. Vous êtes juriste, docteur en droit à l'Office neuchâtelois de la politique familiale et de l'égalité. C'est à vous la parole. Merci, bonsoir. Je vais commencer par évoquer très brièvement la situation dans le canton de Neuchâtel. Je suis donc, comme ça vient d'être dit, collaborateur de l'Office de la protection, l'Office de la politique familiale et de l'égalité, qui s'est vu confier le traitement d'une motion qui a été acceptée en début d'année par le Parlement neuchâtelois, une très très large majorité, c'est 88 voix contre 4, qui vise à l'interdiction des thérapies de conversion. Comparativement, les choses sont allées assez rapidement, puisque le dossier devrait être sur la table du Conseil d'État avant la fin de l'année, ou peut-être en début d'année prochaine. Je peux, dans la mesure où il ne s'est pas encore prononcé, je ne peux pas en dire davantage, mais les choses vont de l'avant dans le canton. Par ailleurs, donc, comme dans la mesure où j'ai travaillé sur ce rapport, j'ai eu l'occasion de me pencher sur la littérature scientifique, mais aussi analyser la question sous un angle plus juridique, puisque j'ai un arrière-plan dans le domaine. Donc il semble, ça a été dit à un certain nombre de reprises, y avoir un très très large consensus au niveau international, mais aussi plus spécifiquement en Suisse, à travers tout l'échiquier politique, pour juger que ces pratiques doivent être encadrées et plus spécifiquement interdites. Il n'empêche qu'un choix politique, des choix politiques doivent être faits, et puis notamment sur deux plans qui ont
aussi été évoqués. Donc le premier choix qui doit être fait, c'est celui de l'intervention sur le plan fédéral ou sur le plan cantonal. Le second, c'est celui de la portée de l'interdiction. Alors ce choix politique, il est circonscrit par l'ordre juridique. Cet ordre définit les limites d'une potentielle interdiction. Il définit également la forme qu'elle pourra prendre. Donc mon but ce soir, c'est juste de relever quelques-unes des contraintes juridiques qui me semblent les plus importantes, qui doivent ou devront être prises en compte à un moment donné dans l'élaboration des législations visant à encadrer ces pratiques. Donc le premier choix, je serai assez bref et assez rapide. Je vais couvrir des aspects qui sont assez techniques. L'idée est de donner un aperçu des questions qui se posent. On pourra en discuter de façon plus précise lors du tour de table ou des questions qui aura lieu tout à l'heure ou après la table ronde. Donc la première question qui se pose, c'est celle du bien juridique que l'interdiction de ces pratiques vise à protéger. Donc les biens juridiques protégés, ce sont les valeurs dont on estime qu'elles sont si fondamentales, si essentielles, qu'une société doit les protéger en intervenant au travers du système pénal. Alors pour ce qui est des thérapies de conversion, leur interdiction peut viser à protéger une diversité de biens juridiques. Il y a la vie, l'intégrité physique, l'intégrité psychique, la dignité humaine, le développement des jeunes, le sentiment de sécurité et de paix intérieure, la paix publique, l'honneur, ou encore le droit à l'autodétermination, le vrai, pas celui qui a été évoqué tout à l'heure, ou dans une conception un peu différente de ce même droit, le droit à vivre librement sa propre orientation sexuelle ou affective et son identité de genre. Donc le choix du bien juridique que l'on souhaite protéger au travers d'une disposition pénale a différentes conséquences. J'en évoque quelques-unes. Le premier, c'est qu'il est déterminant quant à l'existence d'une compétence cantonale pour légiférer. Donc en matière pénale, en Suisse, les cantons disposent d'une compétence dite résiduelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir dans les domaines que le législateur fédéral n'a pas entièrement réglés. Et ces domaines sont notamment définis par rapport aux biens juridiques. Il n'existe pas de frontières, de liste claire des domaines qui sont entièrement réglés par le droit fédéral, principalement le code pénal. La question elle est tranchée au cas par cas par le tribunal fédéral et la jurisprudence elle est assez rare en la matière. Ce qui est certain pour le cas qui nous occupe, c'est que la compétence cantonale elle est exclue pour ce qui est de la protection de l'intégrité sexuelle et de l'honneur, le tribunal fédéral ayant tranché que le législateur fédéral avait réglé entièrement ces domaines. Ce qui signifie qu'une interdiction qui viserait à protéger spécifiquement ces biens juridiques ne pourrait être adoptée qu'au niveau fédéral. Et il ne s'est pas vraiment prononcé, le tribunal fédéral, sur les divers autres biens juridiques que j'ai évoqués, notamment pour ce qui est de l'intégrité psychique et de l'intégrité physique. Quant au droit à l'autodétermination, au droit de vivre librement son orientation sexuelle, affective ou son identité de genre, qui est un droit qui a été reconnu par le Conseil fédéral dans sa réponse aux premières interpellations sur le sujet. À mon sens, les cantons sont totalement libres de légiférer dans la mesure où il ne fait pas encore l'objet d'une législation fédérale. Le deuxième élément, c'est que le bien juridique protégé détermine les limites, ce qu'on appelle les limites matérielles de l'interdiction pénale. Donc, en l'occurrence, si l'interdiction elle vise à protéger l'intégrité physique ou psychique des victimes, alors on doit se poser la question. Alors, une atteinte ou une mise en danger, en tout cas, de celle-ci sera requise. Si elle vise à protéger l'autodétermination dans un sens assez restreint, alors une atteinte, enfin un vice du consentement sera requis. Si dans ce cas précis, l'interdiction vise à protéger le droit de vivre librement son identité, là on peut concevoir qu'elle soit mise en danger ou atteinte par nature, par toutes les thérapies de conversion entre guillemets. Enfin, et c'est un élément important qui a été évoqué, le bien juridique protégé que viserait
à protéger une interdiction pourrait jouer un rôle assez important dans le cas où les tribunaux devaient se prononcer sur la constitutionnalité de l'interdiction. Donc, manifestement, une interdiction, elle pourrait restreindre la liberté personnelle et la liberté religieuse. Une restriction qui, donc, en Suisse, est soumise à 3 conditions. C'est le fameux article 36 de la Constitution. Il faut une base légale, un intérêt prépondérant et un respect du principe de proportionnalité. Je reviendrai brièvement là-dessus à la fin. Cette analyse-là, elle est toujours fonction du bien juridique que la disposition pénale vise à protéger. Le deuxième choix politique qu'il s'agit de faire et qui est juridiquement, qu'il faudra définir ou traduire juridiquement, c'est celui du champ des actes à interdire. Donc dans un premier temps, le cercle des personnes protégées, est-ce qu'il s'agit de protéger les enfants, les jeunes adultes ou l'ensemble de la population. Là aussi, on répondra différemment selon le bien juridique qu'on choisit de protéger. Et puis, dans un deuxième temps, c'est la définition du champ matériel de l'interdiction. C'est la question très difficile de la définition précise des pratiques qu'on veut restreindre ou interdire. Donc, une interdiction pénale, en particulier si elle touche ou elle restreint des libertés fondamentales comme la liberté religieuse, doit avoir, dans le jargon juridique, une densité normative suffisante. Elle doit être assez précise pour que toute personne puisse savoir de façon claire quels sont les comportements qui sont admis et ceux qui ne le sont pas. Et cette définition elle-même est aussi fonction du bien juridique protégé. Alors, j'arrive au bout, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais sur le contenu de ce que j'ai dit jusqu'à présent, je fais 5 brèves remarques. La première, et vous l'aurez compris, c'est qu'il me semble important de se poser la question dans ce contexte des biens juridiques qu'on vise principalement à protéger. La deuxième, c'est que le fait qu'il y ait une certaine incertitude quant à la compétence des cantons pour agir dans le domaine ne doit pas du tout nécessairement conduire à refuser de légiférer sur le plan cantonal, puisque quelles que soient les options qui sont retenues, ce serait l'occasion pour le tribunal fédéral de se prononcer d'une part sur l'étendue des compétences cantonales en matière pénale d'une manière générale, et la jurisprudence dans le domaine manque, mais aussi et peut-être surtout de se prononcer sur la reconnaissance dans notre ordre juridique du droit à l'autodétermination et du droit à vivre son identité de genre ou son orientation affective ou sexuelle librement. Troisièmement, admettre une condition de consentement, comme ça a été fait dans la loi allemande, reviendrait à mon sens à priver assez largement l'interdiction de sa portée, compte tenu du contexte dans lequel ces pratiques interviennent le plus souvent, du fait qu'il y a comme ça a été dit, une pression familiale ou communautaire qui est assez diffuse. Quatrièmement, dans le même ordre d'idée, admettre une condition d'atteinte à la santé immédiate, comme ça semble être le cas de la loi française, reviendrait aussi à priver l'interdiction d'une bonne partie de sa portée. En effet, les atteintes dans ces cas se révèlent souvent à long terme, puis il est extrêmement difficile évidemment de prouver le lien de causalité entre les souffrances psychiques ou physiques et puis ces actes. Et puis pour terminer, sur la question de la constitutionnalité, alors il me semble que ces pratiques, elles portent de façon la plus évidente atteinte à 2 biens juridiques. Donc d'une part, elles portent, comme je l'ai déjà dit, toujours atteinte au droit de vivre librement son identité. Et elles présentent des risques très importants qui sont scientifiquement avérés pour la santé psychique et physique. Donc statistiquement, compte tenu des nombreuses études qui existent sur le sujet, le risque, il est sur l'intégrité physique-psychique, il est toujours donné. Donc il y a toujours au moins une mise en danger, et les infractions à l'intégrité physique ou psychique dans le système pénal suisse peuvent reposer sur une mise en danger et pas forcément une atteinte effective. Donc d'un côté, il s'agit de protéger plusieurs biens juridiques qui sont fondamentaux, et d'un autre côté, les croyances qui pourraient prétendre à une protection constitutionnelle relèvent de la charlatanerie avérée, et elles portent elles-mêmes atteinte à des droits et des principes constitutionnels tels que la dignité humaine et l'interdiction de la discrimination.
Donc il me semble assez clair dans une perspective juridique qu'une interdiction extrêmement large qui recouvrirait un grand nombre d'actes et qui protégerait l'ensemble de la population remplirait les conditions, les conditions constitutionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup Clément Bachmann. Alors c'est l'heure des questions. Je me tourne vers le public. Est-ce que, voilà, par rapport à l'ensemble des interventions, vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres? Si oui, c'est maintenant. Autrement, moi j'en ai, hein, mais je pense que c'est peut-être plus intéressant d'écouter vos questions. Il y a une oui, monsieur tout au fond, voilà. Oui, bonsoir. Yahya Zaidi du Global Interfaith Network, qui est une organisation mondiale d'organisation de personnes LGBT ou d'organisations LGBT de foi. Donc, qui à la fois défendent les droits LGBT avec leur religion, mais les religions qui défendent les droits LGBT, qui affirment et qui défendent et qui sont inclusifs pour l'orientation sexuelle, identité de genre et expression du genre. La semaine passée, on a fait ce qu'on appelle un intersessional meeting avec 23 diplomates de 19 missions permanentes ici au Conseil des droits de l'homme sur les conversions, les thérapies de conversion. Ma question est comment, étant donné que la Suisse est membre de Equal Rights Coalition et que vous êtes ici à Genève tout près du Conseil des droits de l'homme et des différents mécanismes internationaux des droits de l'homme qui sont basés ici, comment utilisez-vous le droit, les conseils de droits de l'homme ou les autres mécanismes internationaux pour justement faire valoir ces droits et avancer au niveau fédéral pour obtenir une loi qui protège à la fois les mineurs et les adultes de toutes les conversions en thérapie? Et est-ce que vous avez connaissance des rapports de l'expert indépendant Sogui Victor Madrigal-Baroloz sur les conversions de thérapie? Et la semaine passée aussi, il avait été présent et a passé un message intéressant pour le droit et la liberté de culte et de pratiquer sa religion et de la foi. Le rapporteur spécial pour Freedom of Religion or Belief précédent avait à plusieurs fois condamné sévèrement toutes ces pratiques-là. Et la nouvelle rapporteure spéciale, qui vient juste de prendre fonction, aussi était présent la semaine passée, qui a lancé un message contre ces pratiques. Comment utilisez-vous aussi donc, tous ces rapporteurs spéciaux qui ont, dans leur rapport, fait état des lieux au niveau mondial? Et qu'avez-vous après des autres pays qui ont récemment aussi banni toutes les conversions thérapiques, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe? Je pense que Muriel Weger peut vous apporter les éléments de réponse pour commencer. Juste pas compris la dernière question, pardon. Je suis désolée. Plusieurs pays, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe, récemment, le dernier, c'est la Nouvelle-Zélande, ont banni les conversions de thérapie. Comment utilisez-vous les expériences des autres pays? Comment ils ont pu faire avancer et acter ces lois dans leur pays pour des bonnes pratiques, pour les utiliser ici? Je pense que
la Suisse n'est pas très très bonne pour appliquer le droit international dans pas mal de domaines, et sur les questions LGBT, c'est assez souvent le cas. Donc la Suisse est consciente au niveau fédéral de ces interdictions. Il y a eu aussi des motions qui ont été déposées au niveau européen, du Conseil des droits de l'homme, du Conseil de l'Europe. Donc c'est des pratiques qui sont déjà fortement condamnées au niveau international, et où la Suisse est aussi encouragée à les condamner et à poursuivre ses efforts de manière pénale. Après, est-ce que la Confédération a pour autant envie d'agir ? Pas forcément. C'est pas des arguments qui ont toujours un grand poids. On le voit aussi sur beaucoup d'autres sujets. La Suisse, c'est un peu un îlot qui se comprend souvent en dehors des institutions internationales, en particulier de l'Union européenne, et qui se fait un malin plaisir parfois à ne pas appliquer ce que d'autres pays font. Donc je crois que c'est un argument qu'on apporte dans les débats, sur lesquels on s'appuie. C'est des lois aussi sur lesquelles on s'appuie pour définir un cadre au niveau suisse. C'est ce qu'on a fait en inspectant différentes lois. Et c'est des lois qui ont des conséquences sur la Suisse. Donc on en a parlé tout à l'heure, notamment par le fait qu'il y a une espèce de tourisme des thérapies de conversion qui s'est mis en place, simplement depuis la France, depuis l'Allemagne, qui sont des pays qui ont interdit ces pratiques. Mais ce n'est pas des cadres législatifs qui vont avoir une influence directe sur le Parlement fédéral, malheureusement. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question, mais c'est des choses sur lesquelles on essaye de s'appuyer un maximum, mais de là à se faire entendre, c'est un petit peu un autre sujet. Et le Conseil fédéral considère d'ailleurs que les thérapies de conversion sont interdites. Selon lui, le fait est que le cadre législatif suisse est suffisant pour agir dans les cas individuels, ce qui est en partie le cas, puisque vous pouvez porter plainte pour atteinte à l'honneur, pour les différents points en fait qui concernent les thérapies de conversion qui sont condamnables. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment une loi fédérale qui interdit en fait à proprement parler les thérapies de conversion, parce que c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas assez abordé. Le fait d'avoir un cadre législatif permet aussi de s'appuyer sur quelque chose de concret pour non seulement dire aux personnes qui les subissent qu'elles n'ont pas à les subir, pour dire aussi à leur entourage, parce que c'est quand même des pratiques où souvent l'entourage a une grande influence, que ce n'est pas des pratiques tolérées en Suisse. Et donc ce cadre législatif-là, je ne crois pas qu'il sera forcément très influencé par ce qui se passe dans les pays autour directement. Oui, très brièvement, je crois que Muriel a raison. Le Conseil fédéral, il ne dit pas que les thérapies de conversion, c'est bien et c'est autorisé. Il dit en réalité que n'importe qui se sent victime d'une thérapie de conversion et qui a subi une atteinte de son intégrité peut aller déposer plainte. Mais on comprend bien, vu tout ce qu'on a expliqué sur le consentement vicié et la pression communautaire et familiale, que ça ne se produit pas. Pour vous dire, dans le Parlement vaudois, des gens ont demandé combien de condamnations il y avait eu sur le territoire cantonal, en l'occurrence 0. Donc ça montre bien que la différence de ce qu'on est en train de faire, alors on a des chemins différents avec le canton de Neuchâtel, mais c'est d'interdire ça et de donner la possibilité aux autorités de poursuite sur dénonciation ou en découvrant le cas pour eux-mêmes intervenir et faire interdire cette pratique. Et ça, c'est très différent, c'est évidemment beaucoup plus porteur d'efficacité que si vous découvrez, par exemple, que quelqu'un, un de vos amis ou un collègue, est victime de ça, vous serez en mesure, en tout cas si le régime législatif vaudois est approuvé, de dénoncer en vous présentant dans un poste de police ou en écrivant au ministère public ou au médecin cantonal, et puis des poursuites seront engagées. C'est ça la différence importante. Donc ça aura une vraie efficacité. En réalité, le discours du Conseil fédéral, il n'a pas d'efficacité réelle pour protéger les gens. Il y a Clément Bachmann aussi qui souhaite intervenir par rapport à votre question. Alors, brièvement sur les principes de droit international qui ne sont pas contraignants en Suisse, même s'ils ne sont pas contraignants, ils sont souvent utiles pour permettre de formaliser, de conceptualiser, de faire reconnaître de nouveaux droits dans notre ordre juridique. Sur la question plus spécifiquement suisse, dans la situation présente, s'il n'y a pas de lésion corporelle,
de contraintes au sens du code pénal, et les conditions, elles sont assez restrictives, que la thérapie n'est pas proposée par une personne qui est soumise à la loi sur les professions médicales ou la loi sur les professions de psychothérapeutiques, et qu'elle n'est pas proposée à des enfants, elle reste licite. Voilà. Le droit international n'est pas opérant, ne permet pas vraiment de faire effet levier par rapport au cas suisse, si on résume. Oui, d'une part, et puis d'une autre part, pour que ces pratiques soient interdites d'une manière générale, une intervention législative dans les cantons ou au niveau fédéral, en tout cas à mon sens, elle reste nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Catherine Fussinger, devant, on va peut-être lui passer un micro, voilà, juste derrière. Merci. Moi, j'ai été très frappée en lisant les prises de position des milieux évangéliques. Effectivement, l'appropriation, ça a été mentionné, rhétorique, des associations LGBTIQ, les termes employés pour des personnes qui connaissent mal le domaine. Il est très facile de se faire prendre en fait par ce discours, et notamment la manière dont la notion d'autodétermination a été détournée au niveau justement juridique. Au niveau du sens commun, on pourrait se dire que pour qu'il y ait une autodétermination, il devrait y avoir plusieurs alternatives et un choix possible. Or, comme ça a été dit dans les milieux qui condamnent l'homosexualité, il n'y a pas d'équivalence entre différentes options. Il y a l'hétéronormativité et la cisnormativité. Et donc, mais est-ce qu'on peut, je dirais à la fois au niveau philosophique et juridique, démonter facilement ce mésusage de la notion d'autodétermination par les milieux évangéliques, en l'occurrence? Est-ce que c'est une question à Roland Bachmann ou à qui souhaite répondre? À qui se sent? Moi, je ne vais pas répondre sur le point de vue juridique sur la question, mais je pense qu'avant de parler de la question juridique, c'est important de comprendre la question religieuse, et du fait que je ne suis absolument pas juriste, mais je sais qu'en Suisse, on n'a pas de légifération en termes de dérives sectaires. C'est en fait, pour le meilleur ou pour le pire, ça peut se discuter. Il y a la question de qu'est-ce que c'est l'endoctrinement, qu'est-ce que c'est une église, qu'est-ce que c'est une secte finalement, et dans quel contexte est-ce qu'une personne a sa liberté de choix et sa liberté de croyance. Il y a aussi, par exemple, à Genève, on a la loi sur la laïcité. À un moment, il y a eu la question d'y apporter la mention d'abus spirituels. Donc, de quelle manière est-ce qu'une personne majeure ou mineure ou majeure est consentante ou pas? Et la réalité de terrain, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans des milieux fondamentalistes où la doctrine, et c'est pour ça que j'ai parlé de la doctrine, dit que l'homosexualité est un péché et l'apporte comme une seule vérité. Il n'y a pas vraiment, à mon avis, on est dans une situation d'endoctrinement et où il n'y a plus vraiment cette question de consentement. Donc je pense qu'au niveau... il faudrait se poser sur cette question, aussi au niveau juridique, sur cette question du consentement, la question des dérives sectaires, la question de l'abus spirituel. Je pense que c'est très important. Mais je pense que certains autres pourraient compléter ce que je dis d'un autre point de vue. Allez-y. Deux remarques. Je pense qu'il y a deux questions distinctes. La première, c'est la question terminologique. J'ai parlé de droit à l'autodétermination parce que c'est un droit qui est conceptualisé comme tel, dont il est beaucoup question, notamment avec l'affirmation des identités trans et non-binaires. J'ai parlé aussi du droit à vivre son orientation affective ou sexuelle ou son identité de genre librement, d'une part parce qu'il me semble plus précis, parce qu'il ne peut pas prêter le flanc à la récupération
dans le sens inverse, et puis aussi parce qu'il a été reconnu par le Conseil fédéral dans sa réponse, comme je l'évoquais tout à l'heure. Sur le fond, pour moi, la différence, enfin, le critère de distinction, il est absolument clair. C'est que d'un côté, on parle d'autodétermination pour affirmer son identité. Dans l'autre, on dévoile la notion d'autodétermination pour des pratiques qui contestent, qui visent à renier, refouler son identité. Donc et ça me semble être, dans ce contexte-là, une contradiction dans les termes, que de pouvoir librement se déterminer vers le rejet ou l'exclusion de sa propre identité. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui. Est-ce que... Oh, mais... Un élément à la question que vous avez dit, qui est philosophique, d'une perspective sociologique ou des politiques de la science politique, la question plus vaste, et c'est très général, est qu'est-ce que ça veut dire l'autodétermination et comment, comme vous l'avez dit, et comme toi tu l'as aussi décrit, est détourné dans les discours politiques maintenant. Et ça, c'est, je le répète, une observation très générale qu'il y a le détournement de qui est discriminé, qui a les droits, qui peut être the free speech, the political correctness and stuff like that. So, mon première langue est rétro-romanche. I'll try in French, but it's quite difficult. So I think this political debates on who has the right to say something, to speech, for whom, and who will be penalized, will be discriminated to be free to act on certain des libertés qui sont politiques. Avant tout. Oui. Vous parlez l'anglais, je crois. Donc il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, j'avais une question, en fait, à vous. Je me permets de vous la poser parce que vous évoquiez tout à l'heure la question de ce projet de loi vaudois avec une interdiction qui est adressée aux professionnels de la santé, mais est-ce que le projet de loi vaudois prévoit aussi une interdiction à l'égard des responsables de communautés religieuses? Alors, peut-être j'ai présenté un peu rapidement, et puis je permets de profiter de la transition pour dire qu'il ne faut pas présenter ce thème des thérapies de conversion ou des tentatives de conversion comme un problème religieux. Ça concerne, c'est vrai, majoritairement... spécifique. Voilà, ça concerne majoritairement des actions qui se passent dans des communautés religieuses, mais pas du tout exclusivement. Et je pense que c'est important de le rappeler à chaque fois, comme ça montre que... Parce qu'il y a un peu ce discours victimaire d'acharnement sur la liberté religieuse, et en réalité, on veut aussi interdire des pratiques douteuses dans certains cabinets de psychanalyse, par exemple. Ça aussi, on veut réprimer. Donc, le projet cantonal, alors je l'ai pris là, parce que comme ça m'évite de dire de bêtises. Le projet, il veut interdire 3 choses. D'abord, il veut interdire toute pratique visant à modifier ou à réprimer l'orientation affective et sexuelle ou l'identité de genre d'autrui. Enfin, toute pratique est interdite. Et là, il n'y a aucun secteur concerné, aucun groupe professionnel, c'est le territoire cantonal qui est concerné. Après, c'est la promotion ou la facilitation de ces pratiques. Et puis, les professionnels, eux, il y a une conséquence supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas seulement la possibilité d'avoir une amende, en l'occurrence, on peut leur retirer l'autorisation de pratiquer ou la suspendre. Donc, c'est qu'eux, ils sont super interdits, on va dire. C'est ça. Ils sont super interdits, d'accord. Je vais juste compléter une chose par rapport à ce que tu dis, Julien. C'est que je suis d'accord avec toi, la question n'est pas religieuse de la manière comment il faut la traiter par rapport à la légifération, mais c'est important de se rappeler, et c'est aussi mon rôle ce soir, que souvent l'origine
de la condamnation de l'homosexualité vient de la culture ou de la religion, et c'est aussi le cas pour la plupart des thérapeutes qui pratiquent, qui visent à réorienter sexuellement leurs patients. Et en tout cas, les personnes ou les cas qui m'ont été présentés, ça vient souvent de thérapeutes qui eux-mêmes ont des convictions culturelles ou religieuses qui les poussent à avoir ce genre de pratique. Moi, je ne veux pas faire un match, et puis je suis seulement géographe de formation, mais pas psychanalyste, ni juriste. Mais je pense quand même que dans certains fondamentaux de la psychanalyse, très traditionnelle, qui travaille les cas à la norme, enfin, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, je pense qu'il y a là aussi quelque chose qui est de l'ordre du problématique. Mais je conçois que l'essentiel des cas correspondent à ce que tu as décrit, mais on doit aussi confronter ces professionnels aux incohérences. Et puis, maintenant, les pratiques ont changé, c'est plus enseigné comme ça dans l'université, mais on doit aussi les confronter à ça. Et que faire un travail de psychiatrie, de psychanalyse, c'est pas travailler l'écart à la norme, par exemple. J'ai pas besoin de micro, vous pouvez le garder. Est-ce que vous avez une question encore dans le public? N'hésitez pas. Vous avez quand même une brochette de regards croisés. Je trouve que n'hésitez pas, en tout cas, si c'est le cas. C'est pas le cas. Moi, j'ai une question. Oui, madame. Alors, bonsoir. Et bonsoir, merci madame. beaucoup pour tous vos témoignages. Je suis très contente d'être venue ici. J'ai beaucoup appris. Voilà, moi, je fais partie d'une communauté bouddhiste. Et faisant partie de cette communauté bouddhiste à Genève, il y a Thich Nhat Hanh, notre maître, qui est décédé le 22 janvier de cette année. Et c'est lui qui nous a aidés, qui nous a ouvert la voie pour créer plein de communautés bouddhistes qu'on appelle en sanskrit Sangha. Donc il a créé d'abord au Vietnam, en Asie, puis aux États-Unis, puis après il est venu en Europe et il est venu s'installer en France. Et il a appelé ces monastères le village des pruniers. Et là est parti chacun. Moi, j'ai pris des engagements perso. Et ces engagements perso viennent de changer récemment en avril. Il y a une équipe qui s'est posé la question sur les personnes transgenres LGTBI en se disant qu'il faut ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur pour ces gens et faire quelque chose. Et on l'a inclus dans notre 3e entraînement, c'est l'amour véritable. Donc, en plus de soutenir les gens qui sont qui ont des problèmes sur la sexualité, enfin voilà, là, il y a une phrase comme quoi les personnes transgenres sont incluses dans cet entraînement. Et nous en tenons compte. Et pour moi, c'est très important de vous le dire ce soir. Voilà. Et sinon, j'ai ma fille qui est là, Erin. D'accord. Voilà, et qui nous a annoncé d'abord en 2017 qu'elle faisait un coming out. Et puis en 2019, elle nous a annoncé la grande nouvelle. Enfin, notre grand n'était pas étonné, quoi. Mais moi, je l'ai accueillie vraiment avec une immense joie. Voilà. D'accord. Merci. C'était pas une question, c'était un témoignage. C'était un témoignage. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Moi, j'ai une toute dernière question. On n'a pas beaucoup évoqué la Suisse alémanique, vous êtes d'accord quand même? On sait que dans le canton de Bâle-Ville, le Conseil d'État, il a déposé, c'était en juin dernier, une initiative cantonale qui exige l'interdiction des thérapies de conversion, mais dans tout le pays. Donc, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'une telle initiative, elle pourrait finalement contraindre le Conseil fédéral à revenir sur son refus de 2019 et à édicter une interdiction sur le plan national? Alors, les initiatives cantonales au niveau fédéral, c'est des procédures assez courantes. Il y en a 2 qui ont été déposées. Il n'y a pas seulement Bâle-Ville, il y avait aussi, j'avais ça quelque part dans mes notes, Lucerne. Oui, c'est Lucerne, d'accord, merci. C'est effectivement des outils qui peuvent permettre une discussion au niveau du Parlement fédéral, mais qui sont souvent balayés.
Mais dans ce cas-là, je crois que c'était un point de plus pour appuyer en fait les procédures qui sont déjà en cours. Donc elles ont toutes été envoyées dans une commission qui est la commission des affaires juridiques du Conseil national, qui a en fait maintenant fait retirer toutes les initiatives qui sont en cours pour elle-même déposer une motion qui demande cette interdiction. Et dans cette interdiction, il y a la notion des adultes qui est prise en compte, celle des mineurs. Il y a aussi les questions de retirer en fait le droit de pratiquer pour les professionnels de certains domaines. Donc je pense aux médecins, aux thérapeutes certifiés, etc. Mais il y a aussi toute une liste de domaines qui sont exclus de cette interdiction. Et là, c'est notamment le cas pour les thérapies de réaffirmation de genre ou comme ça, donc toutes les questions trans qui ont été du coup exclues de cette loi pour éviter cette ambiguïté. Donc, je vous dirais, oui, ça a peut-être un petit pourcentage d'influence sur la rapidité et l'importance de légiférer au niveau fédéral, mais ce n'est pas ce qui va être déterminant. D'accord, je vous remercie. Une dernière question, peut-être dans le public. Si ce n'est pas le cas, moi je vous propose, avant qu'on s'arrête, de faire un petit tour d'horizon et un tour de table avec vos perspectives dans ce qui vous occupe un peu les prochaines étapes, vos espoirs aussi, tout simplement. On peut peut-être commencer par vous. Très bien. Moi, je pense qu'il y a 2-3 choses qui n'ont pas été évoquées ce soir, et c'est aussi l'importance de ce genre d'événement, comme on fait ce soir, et l'importance en fait d'avoir un discours qui est présent dans les médias pour accompagner en fait tout ce qu'on met en place, parce que finalement, ce qui est important, c'est d'arriver jusqu'aux personnes qui subissent ce genre de choses, ou jusqu'aux personnes qui ont envie d'encourager leur entourage à aller vers ce genre de pratiques. Donc je crois que pour moi ce soir, ce qui était aussi important de dire, c'est qu'il n'y a pas seulement cette interdiction, mais il y a aussi tout ce qui est dit publiquement. Combien de fois c'est dit publiquement, jusqu'à qui ça arrive, et ensuite, après l'interdiction, et c'est des choses qui ont aussi déjà été évoquées, ce sera aussi très important de mettre en place de l'accompagnement pour les victimes, ce que l'antenne et d'autres organisations font déjà, mais d'aussi regarder comment on peut appliquer ce genre de loi, parce que ça reste un très grand défi. Donc, c'était de vous dire qu'il y avait des choses qui se font déjà, et que peut-être que mon image était un petit peu négative par rapport au temps que ça prend, mais qu'une fois qu'on aura mis en place cette interdiction qui arrivera, il s'agira de continuer aussi à travailler sur ce sujet pour vraiment faire en sorte que l'implémentation se passe bien. Et ça sera aussi encore un travail conséquent que les associations vont devoir suivre. Un travail conséquent pour changer les mentalités aussi. Oui. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas être très original. Berger, voilà. Évidemment, il faut qu'on continue, qu'on ait cette interdiction. Je pense qu'elles sont complémentaires. Je ne suis pas sûr que si l'interdiction est faite au niveau fédéral, ça invalidera complètement ce qu'on est aussi en train de faire au niveau cantonal. Mais peut-être pour généraliser dans le même sens que Muriel, si on veut vraiment faire progresser les droits, évidemment, on doit interdire ces thérapies, mais on doit aussi faire des démarches qui sont positives pour aider les personnes concernées à vivre mieux, à vivre pleinement leur identité. Puis ça passe aussi par des actions positives de visibilisation, de soutien à la vie communautaire, d'actions en termes de défense des droits en politique, dans les milieux culturels, etc. etc. Et je pense que c'est très important de pas... C'est pas que la question de l'interdiction, il y a aussi la question globale de la défense des droits, et ça fera aussi du bien aux gens qui sont concernés, et ça évitera aussi qu'ils se laissent prendre dans ces dispositifs. Adrien Stiefel, j'ai pas eu le temps. Oui, alors pour dire un dernier mot, je pense que c'est important, vous savez, si on fait tout ça et si moi je suis engagé dans ce combat, c'est parce que je suis passé moi-même par ces thérapies de conversion et par tout ce processus. Il y a 20 ans de reconstruction personnelle, je ne suis pas encore arrivé au bout. Je pense qu'il y a quelques années, je me suis senti assez aligné avec moi-même, assez réconcilié avec mon orientation, avec mon identité et avec ma spiritualité aussi, pour pouvoir
moi-même me mettre au service des autres et pour faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je croise toutes les semaines, et on croise à l'antenne, avec le travail qu'on fait, avec toutes les personnes qui travaillent bénévolement avec nous, des personnes dont leurs chemins et leur identité intérieure sont détruites par ce type de pratique et qui se trouvent aujourd'hui devant un chemin de reconstruction qui est long et qui est très long et qui laisse des marques pour la plupart indélébiles. Et finalement, ce sujet, on n'en a pas parlé jusqu'à quelques années, on pensait que ça n'existait pas. Tout à coup, on a commencé à en parler, donc hop, ça existe, ça devient un sujet croustillant où tous les médias commencent à en parler. Tout le monde m'appelle pour essayer de trouver des témoignages, voir si moi ou d'autres témoins peuvent parler de tout ce... Est-ce qu'ils ont eu des électrochocs, ci et ça, voilà, parce que tout à coup, c'est quelque chose dont on peut parler. Et on attend quoi? On va attendre que tout ça, ça redescende. Et tous les cantons essayent maintenant de faire la course pour voir qui va légiférer en premier. Moi, je m'en fous un peu de tout ça. Ce qui m'importe, c'est que toutes ces personnes qui sont victimes de ces thérapies puissent être accompagnées et puissent guérir, nous l'espérons, et surtout pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce travail que je fais ici aujourd'hui et pour lequel l'équipe qui nous accompagne à l'antenne fait le travail qu'ils font. Et je vous remercie d'être là ce soir et de nous soutenir dans ce travail. Merci. Suite du tour d'horizon. Voilà, difficile de dire un mot après ça. Je pense, j'ai eu cette question d'un journaliste juste avant qui me demandait qu'est-ce que ça me faisait de savoir qu'en 2022 ça existait encore. Et évidemment, j'ai pas le même vécu qu'Adriane sur cette question, mais ce que ça dit, ces thérapies à la fin, ça dit qu'on est, je pense, qu'en tant que personne queer, en fait, on n'est pas valide, on n'est pas légitime, on n'a toujours pas trop le droit d'exister, ou pas trop le droit de vivre comme on a envie, ou comme on a envie, c'est peut-être un mot un peu faible, c'est comme dans une vie qui nous correspond. Et je pense que c'est aussi ça, la portée symbolique de ces interdictions, c'est de dire, en fait, non, vous êtes légitime tel que vous êtes, et on va le respecter, et on n'a pas le droit. Et quand j'ai lu le projet de loi Vaudois, j'ai trouvé ça aussi très beau, dans sa portée assez large de ces pratiques qui disent qu'en fait, on n'a pas le droit de nous invalider d'une manière ou d'une autre. Alors on verra comment ça s'applique juridiquement. Mais voilà, c'est peut-être ça mon mot de la fin. Merci beaucoup. Yves Ney. Maintenant, je vais aller en allemand et peut-être quelqu'un peut m'aider pour traduire. Ich denke, es ist wirklich wichtig, diese allgemeine Lage, also sozusagen die individuellen Erfahrungen zu verstehen. Vous êtes d'accord, on va y aller step by step parce que. Okay. Si vous... un deuxième micro pour que tu puisses traduire en simultané. Pas en simultané, mais. Ou alors, pour comprendre mieux les expériences individuelles, je pense que c'est très important de regarder sur les débats politiques qui sont plus généraux. Et là, on voit maintenant qu'on a une crise de la démocratie, je dirais, politiquement, qui se base sur les normes traditionnelles qui sont en temps religieuses. On connaît la famille traditionnelle, etc., les idées que la nature soit faite de Dieu, mais aussi les formes de naturalisation qui sont dans le discours d'une droite populiste, non pas seulement en Suisse, mais en Suisse aussi, et de comprendre l'ensemble de tous ces discours et d'agir dans l'ensemble aussi. Ça veut dire aussi aborder les questions de migration, de racisme et penser en gros comment on va agir là pour que cette forme de discours politique ne puisse pas gagner plus de terrain. Mm-hmm. Bon, allez, j'ai réussi. Je pense. Fantastique, merci beaucoup. Roland Bachmann. Alors un dernier petit point juridique qui est que les droits fondamentaux, l'égalité formelle doivent toujours être mis en œuvre pour changer concrètement la vie des personnes
qui peuvent y prétendre. Et pendant longtemps, pour ce qui est des personnes LGBTIQ, les droits fondamentaux sont restés très, très abstraits. Ils commencent à être mis en œuvre dans le droit suisse ces dernières années. Et alors, ils doivent encore être traduits, appliqués par les tribunaux, précisés. Certainement que les tribunaux auront l'occasion de le faire, enfin probablement qu'ils auront l'occasion de le faire en appliquant le nouvel article 261 bis contre la discrimination, les différents projets législatifs cantonaux, une éventuelle loi fédérale serait aussi l'occasion d'ancrer de façon concrète les droits fondamentaux dans notre ordre juridique, en relation avec le droit, pour le définir de la manière peut-être la plus générale, qui est celui de vivre librement son identité. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, je n'ai pas vraiment de propos conclusifs, mais peut-être juste deux, trois choses qui me sont passées à l'esprit pendant cette soirée. Je pense qu'il faudrait vraiment être très attentif au fait que si ces thérapies de conversion ont lieu dans d'autres pays, on a parlé de tourisme, c'est qu'elles soient condamnées quand ces personnes reviennent en Suisse. Moi, j'ai eu le cas de personnes où ça a été souvent le cas, et il faut que ça soit condamnable également quand ça a lieu à l'étranger et que les personnes reviennent. Comme par exemple, pour ce qui est des mutilations génitales féminines, si elles sont opérées sur territoire étranger, quand la personne revient, c'est condamnable. Enfin, les parents, etc. Le deuxième point, ça m'a fait prendre, tout ce débat, et même auparavant, la problématique des religions minoritaires. Là, on a beaucoup parlé, par exemple, le Lab, il y a toute une infrastructure pour les chrétiens. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les religions minoritaires et où il n'y a pas grand-chose qui existe aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être utile que les associations, ça peut être plutôt que les associations que les politiques, fassent quelque chose pour ces personnes-là, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose, en tout cas pour un certain nombre. Et la dernière chose qui est peut-être, pour moi et mon actualité, c'est qu'on est en train de voter, de traiter dans la commission des droits de la personne. Elle devrait avoir un autre nom, mais bon, pour l'instant, c'est ça. Un jour, peut-être, ce sera commission des droits humains. Et sur des lois sur les discriminations, discrimination basée sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle, le sexe, etc. Donc différentes lois sectorielles pour aller aussi un peu plus loin, et pas seulement au niveau des thérapies de conversion, mais vraiment pour une interdiction des discriminations de manière générale et spécifique. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc poser un cadre plus large, en fait, aussi, dans voilà. lequel ça pourrait s'inscrire. Un très, très grand merci à vous pour votre participation, votre réflexion. Grand merci à vous aussi pour vos questions et votre écoute très attentive. Je vous souhaite en tous les cas une très, très belle fin de soirée. On m'a parlé d'un apéritif. Donc voilà. Oui, juste encore, même si je l'ai dit avant, un immense merci à l'équipe bénévole aussi qui bosse ce soir, derrière, en backstage. Vraiment, merci. Et puis,